Superman battrait-il Hercule? Les super-héros sont-ils des figures mythologiques? Se faire spoiler est-il si grave? Tant de questions auxquelles on va peut-être répondre dans ce 22e épisode du Space Mountain. Attachez vos ceintures, ça va compter. Attends, c'est une prise de tête d'un autre monde. D'un autre monde. C'est quoi le Space Mountain? Bonjour ou bonsoir, en tout cas bienvenue dans le Space Mountain pour cet épisode qui sera consacré à De Superman au surhomme d'Umberto Eco. Comme vous l'avez remarqué, il n'y eut pas d'épisode le mois dernier pour cause de vidéos de plus d'une heure sur le monomythe de Joseph Campbell qui m'a laissé sur les rotules. Mais reprenons. Alors, dans le livre d'Eco, il se propose de divaguer sur le mythe de Superman et de comparer les héros antiques et les héros modernes. Tout de suite, premier extrait. Une fois établie l'indéniable connotation mythologique de Superman, il faut repérer les structures narratives au moyen desquelles le mythe est offert au public, chaque jour ou chaque semaine. Il y a en effet une différence fondamentale entre quelqu'un comme Superman et les personnages traditionnels tels que les héros de la mythologie ou les figures des religions révélées. Eco se propose donc de nous partager ce qui, selon lui, rapproche et distingue les héros modernes des héros traditionnels. Et pour cela, il va prendre plusieurs exemples, dont Superman et Hercule. L'image religieuse traditionnelle était celle d'un personnage, d'origine divine ou humaine, qui avait une image fixe, avec ses caractéristiques éternelles et ses aventures irréversibles. Il n'était pas exclu que, derrière un personnage tel qu'Hercule, outre cet ensemble de caractéristiques, il existât aussi une histoire, mais celle-ci avait été élaborée selon un développement déterminé, et constituait de manière définitive la physionomie du personnage. L'histoire s'était produite, peu importe comment, elle ne pouvait plus être niée. Hercule s'était concrétisé en un développement temporel d'événements, mais ce développement avait eu un terme, et l'image était, avec le personnage, le symbole de son développement, son enregistrement définitif et son jugement. Pour commencer sa description, Eco se conforme à plusieurs analyses de mythologues, notamment hellénistes, sur la fabrication du héros dans les mythologies méditerranéennes. En bref, le héros est un personnage du passé. Il possède un certain nombre de caractéristiques, il a vécu des histoires, et bien souvent, celles-ci se sont terminées de manière tragique. Le héros avait lui-même fonction d'histoire. Il racontait quelque chose sur la mythologie, et il était pris comme tel. À l'époque, son histoire n'avait pas besoin d'être morale, elle n'avait pas besoin d'être sensationnelle, et au grand jamais, elle n'avait pas besoin d'être réelle. Les antiques n'étaient pas dupes, comme peuvent le croire beaucoup de gens aujourd'hui. Ils savaient pertinemment qu'il n'y avait pas eu d'Hercule qui avait battu des monstres multicéphales, du moins pas dans leur temps. L'objectif était de raconter l'histoire, et, oui, la mythologie est de l'histoire. Le fait que cela se fût réellement passé ou non n'est pas le propos. À partir du moment où cette histoire est intégrée à votre cité, elle devient votre histoire. Car comme l'écrivait Paul Veyne, la frontière entre l'information et le divertissement est elle-même conventionnelle. Mais bon, ne nous perdons pas non plus, et voyons donc maintenant ce qu'il écrit du héros moderne. Le héros de BD naît au contraire dans une civilisation du roman. La tradition romantique nous offre un récit où l'intérêt principal du lecteur est déplacé sur l'imprévisibilité de ce qui va arriver, et donc sur l'invention de l'intrigue, qui glisse au premier plan. L'histoire n'a pas eu lieu avant le récit, elle se déroule au fur et à mesure, et, par convention, l'auteur lui-même ne sait pas ce qui va se passer. Et ça, c'est passionnant. Car si, comme nous le disions tout de suite, le héros antique faisait l'histoire et faisait partie de l'histoire, le héros moderne fait le présent. Il n'est plus caractéristique emblématique, il est potentialité. Il est ce qui va advenir, et pas ce qui a toujours été. Il est donc chargé de divertir son récepteur, qui se lasserait de relire une énième fois la même histoire, et qui préférera, comme tout bon roman policier, une intrigue, une énigme à résoudre, un défi qui pourrait mal se passer, un meurtrier à identifier parmi plusieurs suspects, etc. Lorsque l'on écrit un récit moderne, le but n'est pas de raconter l'histoire, c'est d'en inventer. Et de là apparaît un problème très moderne, le divulgachage. Diantre que ce mot est laid. Et s'il ne l'aborde pas frontalement, il écrit tout de même juste après. À l'époque où il naît, le coup de théâtre d'Oedipe, qui découvre sa culpabilité à la suite des révélations de Tiresias, fonctionne auprès du public. Non parce qu'il surprend des auditeurs ignorants du mythe, mais parce que le mécanisme de la fable nous fait participer à l'histoire.
nous amenant, par la pitié ou la terreur, à nous identifier à la situation et aux personnages. Il rend bien compte du fait que l'histoire antique ne surprenait personne par ces retournements de situation bien sentis. L'on peut avoir l'impression aujourd'hui que toutes les fictions étaient basées sur nos critères, mais tatin, au contraire. Il est très moderne de garder l'intrigue sous clé, afin de ne pas être spoilé, et donc de ne pas gâcher notre expérience de lecture ou de visionnage. J'ai déjà parlé de Pas comme Tielman la dernière fois, mais permettez, je remets une couche, car il y a peu il a fait une observation qui recoupe très bien ce dont parle Umberto Eco. Pas comme disait au médium en ligne Brut, si tu regardes Game of Thrones juste pour savoir ce qui va se passer dans l'épisode, ou cela veut dire que Game of Thrones ne te mérite pas, ou cela veut dire que tu ne mérites pas Game of Thrones. Un vrai créateur ne devrait pas avoir peur des spoilers. La véritable énigme qu'il y a dans une œuvre, c'est comment elle est capable de nous regarder. C'est ce qu'elle est capable de dire sur nous, ce n'est pas informationnel. Comme Tielman le dit, lorsqu'un créateur change la fin de son film, de son bouquin, ou de son jeu vidéo, parce que celle-ci a été partagée sur internet, cela veut dire qu'il ne s'adressait qu'aux récepteurs du premier jour. Qu'une fois que l'histoire était connue, elle perdait quelque chose. Mais c'est absurde. Ton histoire est-elle à ce point mauvaise qu'elle a besoin de la surprise pour provoquer un effet ? Si je suis entièrement d'accord avec le postulat de Tielman, je ne suis en revanche pas tout à fait d'accord avec la réalité du constat. Parce que, entendons-nous bien, dans un monde idéal, où les histoires sont tellement géniales qu'elles s'apprécient 100 fois, 1000 fois en restant intéressantes, le monde de la création est un monde bien plus médiocre, dans lequel l'habitude fainéante de créer un coup de théâtre mou et attendu prédomine, malheureusement. Je suis donc d'accord avec lui lorsqu'il dit que le spoiler ce n'est pas grave, mais j'ajouterai le corollaire indispensable du « ce n'est pas grave si l'histoire est suffisamment passionnante que même lorsque l'on connaît la fin, cela ne nous empêche pas de l'apprécier ». Or, je conserve quelques doutes quant à des centaines de scénarios éhontément paresseux que j'ai vu mettre en images. Les civilisations antiques privilégiaient le récit du déjà survenu et du déjà connu. On racontait indéfiniment les aventures du paladin Roland, dont on connaissait les moindres détails. Poulsy reprend le cycle carolingien et annonce à la fin ce que tout le monde sait déjà, la mort de Roland. Le public n'exigeait pas d'apprendre du nouveau. Il préférait entendre les récits agréables d'un mythe et se complaire à retrouver d'une manière chaque fois plus intense et plus riche le déroulement connu. La plupart du temps, le spoil ruine l'expérience, car tout ce qui était proposé était une enquête, un film à énigme. Lorsque le créateur d'une œuvre n'a pas conscience qu'il est là pour parler du monde qui l'entoure en prenant comme outil la fiction, il crée des films à énigmes mal conçus, car ne reposant que sur la résolution de l'énigme. Et dans ce cas, connaître la fin devient, ce qu'elle est, une fin, et plus un moyen pour dire quelque chose sur le monde. Alors partant de là, si je vous dis qu'à la fin c'est Émile le tueur, oui, ça gâche un peu l'expérience, Mais si le film n'avait pas que ce plot twist à proposer, il garderait sa saveur, même si je sais que c'est Émile le tueur. Et c'est ainsi que les narratologies s'entrechoquent. D'un côté, un monde connu, de déjà vu, de déjà entendu, et de l'autre côté, un monde inconnu, de surprise et d'imprévisibilité. Et il est amusant de constater que ces deux figures du héros recouvrent tout à fait les définitions que fait l'anthropologie des sociétés traditionnelles et des sociétés modernes. Il est dans les caractéristiques de la société traditionnelle d'être un système stable, qui vit en son passé, qu'il rejoue sans cesse, et en son futur, qu'il tente de préserver. La société moderne, elle, est un système instable, qui vit dans le présent, qui évolue, auquel il tente sans cesse de s'adapter. Et c'est amusant, mais ça cadre parfaitement avec nos héros. Un peu comme si le système de production influençait les œuvres produites, mais je vais sûrement trop loin. Donc je disais, d'un côté, un personnage venant d'un temps légendaire, qui vit des aventures déjà connues, et qui semble vivre pour toujours. D'un autre côté, un personnage en mouvement, sans cesse redéterminé, vivant plusieurs aventures, et dont l'auteur lui-même ne sait pas toujours, au moment où il sort son numéro, ce qui lui arrivera dans le suivant. Et en effet, vous pourrez lire toutes les versions des Travaux d'Hercule ou de La Geste de Roland, vous ne trouverez pas beaucoup de différence entre celles-ci. Ou bien peu en tout cas, en comparaison avec toutes les relectures et les reboots que l'on voit fleurir aujourd'hui avec les héros modernes. Bien sûr qu'il y a des similarités, car les deux héros subissent un moment de mythification, mais comme nous le voyons depuis tout à l'heure, la mythifiabilité du héros moderne est bien moindre. Si le personnage, de loin, ressemble à l'antique car il a des pouvoirs et des péripéties, il est en revanche beaucoup moins iconique, car beaucoup plus flottant, beaucoup moins identifié, ses intrigues devant sautiller, surprendre, prendre à contre-pied. Sinon j'imagine que les spectateurs s'en lasseraient.
Bon, je vous avoue, je pense surtout qu'on s'en lasse parce que c'est nul, mais ça c'est un avis personnel et ça n'a rien à faire dans un podcast analytique et surtout objectif. Echo aborde d'ailleurs ce phénomène un peu plus tard. Le personnage mythologique de la BD se retrouve dans l'étrange situation suivante. Il doit être un archétype, la somme d'aspirations collectives bien précises, et doit donc nécessairement se figer en une fixité emblématique qui le rende facilement reconnaissable. Mais, comme il est commercialisé dans le cadre d'une production romanesque, pour un public consommateur de romans, il doit être soumis à ce développement qui, nous l'avons vu, est caractéristique du personnage de roman. Et peut-être qu'ainsi est expliquée cette critique ad nauseam du ouais, on en a marre de voir la jeunesse de Peter Parker, couplée au et le méchant il est moins bien que celui du film précédent. C'est une situation bien normale pour ces personnages entre deux eaux. À la fois ils doivent être stables, fixes, héritage du traditionnel, et à la fois ils doivent être instables, surprenants, héritage du moderne. Ceci étant probablement une des clés de compréhension du pourquoi tout le monde dit que les films de super-héros c'est moisi tout en allant les voir à chaque fois. Conclusion. Superman n'est pas Hercule. Hercule n'est pas Superman. L'on peut avoir l'impression, de loin, d'assister à la manifestation des mêmes schèmes et des mêmes tropes, 1000 fois revitalisés par les civilisations qui les inventent. Mais en faisant un pas de côté, l'on se rend vite compte que ceux-ci ne remplacent pas les mêmes offices, ne disent pas les mêmes choses et ne se projettent pas vers les mêmes buts. Le héros traditionnel représente l'histoire, il est le passé, sans cesse renouvelé, le blason qu'il faut protéger. Le héros moderne représente l'intrigue, il est le présent, inconstant, il est l'adaptation, l'imagination, au service de la vente du papier glacé. Et ceux-ci portent en eux la société qui les voit naître. Ils représentent à la fois ce que l'humain doit être dans leur société et l'infrastructure économique dans laquelle ils sont développés. Mais de grâce n'en faites pas les mêmes représentations, car ce serait là passer à côté de ce qui fait chacune de leurs singularités. Car je le rappelle, il n'existe pas de cahier des charges du héros, pas de liste à cocher du héros, ou de... je sais pas moi, de voyage du héros. Il existe des héros. Les uns anciens et intouchables, les autres proches et mondains. C'est ce qu'Echo appelle le passage du mythico-typique. C'est joli ça, du mythico-typique. Merci à toutes et à tous pour votre oreille attentive, ou vos oreilles attentives si vous en avez une paire, c'était le 22e épisode du Space Mountain, consacré à De Superman au surhomme d'Umberto Eco. En attendant le prochain, n'hésitez pas à réécouter les autres épisodes, ils sont aussi confortables que surprenants. Je vous retrouve très vite.